Mesdames et messieurs, bienvenue. L'émission C'est tout droit. Le programme se propose d'apporter des réponses aux questions de société à travers le regard des hommes de loi. Nous parlons du droit du travail et nous sommes rendus à la deuxième partie. Pour nous accompagner sur ce plateau, Maître Roussel Chemou. Il est avocat au barreau du Cameroun. Maître, merci encore d'être avec nous sur ce thème qui est plutôt très intéressant. Oui, la question du travail. La question du travail, bien évidemment, c'est une question qui se pose depuis les temps immémoriaux. Donc, le travail, c'est l'essence même de la nature humaine. Donc, c'est normal que les difficultés ou les questions liées à cette activité intéressent vos millions de téléspectateurs. D'accord, je vous bousculais juste un peu. Alors, à la première partie, nous avons parlé du contrat de travail, le contenu, la rédaction et autres conventions collectives. Je voudrais savoir, est-ce que en matière de permission, est-ce que c'est aussi contenu là-dedans ou ça se passe entre l'employé et l'employeur? Sinon, quand il s'agit de permission, qu'est-ce qu'il faut faire? Déjà, c'est quoi la permission en droit du travail? La permission est une autorisation exceptionnelle d'absence payée accordée à l'employé par le travailleur pour des raisons généralement extra-professionnelles, voire d'ordre familial. En fait, la permission, il faut savoir que pour être payé, pour avoir son salaire, il faut travailler. Mais on vous dit qu'il y a des cas où vous n'êtes pas au travail, mais vous aurez votre salaire. Parce que vous bénéficiez d'une autorisation de votre employeur. Ça peut être des cas de mariage, baptême, maladie, obsèque ou naissance. Donc il y a des situations d'ordre extra-professionnel qui justifient qu'on ne soit pas au travail, mais on aura un salaire. La permission est réglementée, bien évidemment, dans notre code de travail. Je crois que c'est l'article 89, alinéa 4 ou 5, si je ne me trompe pas. Et, bien évidemment, de plus en plus dans les conventions collectives. Parce qu'il faut l'encadrer. Okay. Si on laisse la permission comme cela, vous connaissez, les employés vont en bénéficier en un point fini, ou du moins solliciter de manière injustifiée. La permission doit être justifiée. Vous devez rapporter la preuve ou l'élément qui justifie votre absence à votre poste de travail en ce moment. Bon, pour les obsèques, généralement, ce n'est pas le plus difficile, même si on sait que quelquefois, les gens vont Ange Raphaël fabriquer des faux programmes de deuil. Mais il faut rapporter la preuve et n'oublions pas que l'employeur a la possibilité d'aller investiguer pour voir si l'information ou les justificatifs avancés sont bien évidemment fondés. D'accord. Alors, restons dans le cadre de la permission. Est-ce que c'est... Je comprends, c'est une obligation. Et est-ce que les jours par an, je veux dire, est-ce qu'en une année, on peut dire, oui, vous pouvez avoir la permission 2 ou 3 fois, mais pas plus, vous avez tel nombre de jours par an. Est-ce que tout cela est... Oui, c'est bien encadré. Le code du travail parle de 10 jours maximum. Okay. Maintenant, les conventions collectives peuvent... Vous savez, la convention collective... Les dispositions des conventions collectives sont généralement dérogatoires au Code du travail. Okay. Le Code du travail parle de 10 jours par an. Mais les conventions collectives peuvent prévoir des dispositions plus favorables. Donc, des dispositions qui peuvent aller au-delà. Mais on a encadré dans le Code du travail le maximum, je crois, de 10 jours par an. Si on ne le fait pas, vous imaginez, les gens ont des absences totalement injustifiées. Injustifiées, c'est clair. Alors, parlons maintenant, après les permissions, parlons de congés, naturellement. S'agissant des congés, est-ce qu'il faut un minimum de temps dans l'entreprise ou alors, quand on a embauché, dès qu'on est embauché, on a droit à son congé cette même année-là? Alors, comme les permissions également, le droit de congé, c'est un droit acquis qui est reconnu par le Code du travail à l'employé. C'est un droit de repos qui lui est accordé et pendant ce repos, pendant une durée plus ou moins longue, l'employeur lui reverse un salaire, une indemnité de congé payé, comme on dit. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour bénéficier du droit de congé? L'article 92 du Code du travail indique que l'employé aura droit au congé payé par son employeur après une durée de service effectif d'1 année. Donc, on a droit au congé après 1 an. Cependant, les conventions collectives, comme je dis toujours, peuvent prévoir une durée de service effectif plus ou moins longue. Mais il faut savoir que cette durée ne peut pas excéder 2 ans. Donc, le plancher, c'est 1 an. Le plafond, c'est 2 ans. Donc, après 1 an, on a le droit de prendre ses congés.
payer. Une convention collective dans certaines activités peut étendre cette durée à 2 ans, mais ça ne peut pas aller au-delà. D'accord. Et il y a un élément que je vais indiquer à vos téléspectateurs, c'est que une fois que le contrat prend fin, vous avez 3 ans pour réclamer vos indemnités de congé. Passé ce délai, à compter de la fin du contrat, ce droit est prescrit. Je pense que je n'ai pas très bien compris. J'explique bien pour les téléspectateurs. Vous avez travaillé dans une entreprise pendant une longue durée, vous n'avez jamais bénéficié de congés. De congés. De congés. Et un jour ou un autre, votre contrat de travail prend fin. Le législateur dit que vous avez 3 ans à compter de la fin de la cessation du contrat pour réclamer vos indemnités dues à vos congés qui auraient dû être payés. Passé ces 3 ans, ces droits sont acquis, sont prescrits. Donc, éteints. Je comprends que j'ai perdu de l'argent quelque part. Alors, puisqu'on parle d'argent, comment est-ce que les salaires des employés sont fixés? Comme je le rappelais tout à l'heure, Convention collective. Le contrat de travail est passé librement. C'est une question de négociation. Ça veut dire, lorsque vous allez à un contrat d'embauche, soyez sûr de vous. Vous allez vous vendre. N'allez pas jouer les bénis, oui, vous avez peur, la tête est baissée. Non, vous vous vendez. Et généralement, à la fin de l'entretien, on vous pose toujours quelle est votre prétention salariale. Moi, si on me demande aujourd'hui, je vais dire peut-être 20 millions par mois, 20 ou 15 millions par mois. Vendez-vous en fonction de vos capacités et ne vendez pas un rêve. Dites que vous venez, vous avez quelque chose à apporter à l'entreprise et quelque chose également à prendre. Absolument. Mais vous serez dévoué pour travailler. Et pour faire ce travail, il faut ce salaire. À côté de cela, il faut savoir que bien que le salaire soit négocié entre l'employeur et le travailleur, il faut également dire que les conventions collectives fixent le minimum. Le minimum, ok. Que doit percevoir, généralement sur le salaire de base, que doit percevoir un employé en fonction de sa catégorie et de l'échelon dans lequel il est recruté. Donc, tout varie en fonction des conventions collectives. Donc, au moment où on part négocier son contrat, lisez déjà au moins la convention collective qui régit cette activité ou ce domaine d'activité et voir en fonction de votre diplôme, vous pouvez déterminer votre catégorie et faire une estimation de la prétention salariale. D'accord. La base, au moins. Nous ne saurons continuer, poursuivre cette émission sans revenir quand même sur les droits de l'employeur. Quels sont les droits d'un employé, pardon? Bon, l'employé a... quels sont les droits de l'employé? Il a d'abord droit à son salaire, à sa rémunération. Il a le droit de travailler dans un environnement sain. Sain, ça veut dire matériellement et psychologiquement, c'est très important. Il a droit à une sécurité sociale. Sécurité sociale, j'insiste. Il a également droit à ce que l'employeur mette à sa disposition tous les éléments dont il a besoin pour accomplir la mission ou les devoirs de sa charge. C'est très important. Donc voilà quelques droits que je peux citer comme ça à l'égard de l'employé. Mais j'aime pas parler de droits sans devoirs. D'accord. C'était juste après. Vous savez, les travailleurs réclament toujours. Oui. Ils ont également des devoirs. Des devoirs, ça veut dire, je vais prendre une image. De plus en plus, les employés se comportent comme si la société était la chose de l'employeur. Okay. Alors que c'est la chose également. Parce que si on détruit un champ, on ne peut pas en attendre les fruits. On doit travailler en bon père de famille pour le compte de la société, de telle manière que les fruits qui sont générés, qui en résultent, soient redistribués. Donc c'est très important. Dévouer la tâche, compétence, disponibilité, loyauté, c'est très important. Et une très bonne moralité, c'est important. Il ne faut pas venir dans la société, la détruire, voler, essayer de stipendier et demain réclamer. Donc on doit travailler à chaque fois, rendre compte à l'employé des difficultés qu'on rencontre dans le travail. C'est une solidarité. C'est vrai que c'est le patron, mais il faut travailler de concert avec lui. C'est très important. Et les patrons, je veux dire, la majorité de plus en plus, savent déceler, détecter les bons employés. C'est très important. Et il faut toujours chercher à être le meilleur, taper dans l'œil de l'employeur. C'est très important.
D'accord. Je voudrais faire une petite entorse, maître, si vous permettez. Tout à l'heure, on a parlé des congés, des permissions et autres. Je voudrais m'arrêter quand même un peu sur l'employé de sexe féminin. On sait qu'il y a des entreprises qui ont du mal à recruter les femmes parce qu'on dit bientôt elles vont accoucher. Est-ce que lorsqu'il s'agit d'employés féminins, il y a également un délai si l'employé a un besoin de maternité, est-ce qu'elle doit respecter un délai? Bien évidemment. Ça va de soi. Le congé lié à la maternité est prévu par la réglementation, je crois que c'est l'article 32. Avant le congé maître, autant la permission ou le congé annuel est souvent soumis à une périodicité dans l'entreprise, autant il y a des entreprises aussi qui soumettent le personnel féminin à une périodicité avant de penser maternité. Est-ce que cela doit se faire? Non. La femme, il n'y a pas de distinction. La femme, comme l'homme qui travaille dans une entreprise, au bout d'un an, a droit à son congé annuel. Ce n'est pas tout individu, tout employé. La loi, il ne faut pas distinguer ou la loi ne distingue pas. Maintenant, si, pour des raisons d'accouchement, vous savez, avant l'accouchement, elle a une période qu'elle doit prendre. Ça, c'est le congé lié à la maternité. Et le contrat est suspendu pendant cette période et son salaire est payé. Et je crois qu'il y a même des allocations CNPS. Je crois qu'elle perçoit des indemnités CNPS. Donc ça, ça va de soi. Je crois que de plus en plus, les entreprises les respectent. Mais si une entreprise ne respecte pas, ce serait très grave. Parce que de plus en plus, avec les conventions internationales de protection des droits ou des discriminations faites à l'égard des femmes, ce serait un élément très dangereux. Parce que si la femme en question saisit l'inspection du travail ou des organisations ou le syndicat ou le ministre du Travail, connaissant sa réaction, je ne donne pas chez la peau de l'employé. Donc, cette question, je ne pense plus que ça doit être en 2024 des questions sur lesquelles on doit débattre. S'il y a encore des employeurs qui jouent au malin sur cette question, je pense que ce n'est même pas l'occasion. Une fois, une femme enceinte, je crois qu'il y a une période, il faut respecter le délai. Elle doit prendre le congé, je crois, c'est 3 mois ou c'est 4 semaines, si je crois, 14 semaines ou 4 semaines avant l'accouchement. Et c'est très important de respecter ces délais. Donc je pense même que ça doit être une question sur laquelle on doit déplater. Sinon, c'est une grosse atteinte. Je vais repréciser ma question. Est-ce que l'employé féminin qui est recruté aujourd'hui dans une entreprise, la même année, est-ce qu'elle peut avoir un besoin de maternité? Parce que je précise, parce qu'il y a des entreprises où il faut un délai. Il faut faire au moins 1 an ou 2 ans pour penser maternité, sinon on est viré. Si vous avez ce contrat, si vous avez cette stipulation dans un contrat de travail, vous vous rapprochez de moi. C'est pas dans un contrat de travail, mais c'est dit de façon verbale. C'est illégal. C'est illégal. Donc ma question, puisque la femme ne fait pas l'enfance, elle est faite avec un homme. Donc pourquoi elle doit en pâtir d'une situation familiale? Non, c'est un événement heureux. C'est un événement heureux et les entreprises doivent pouvoir m'accompagner les femmes dans ce processus. Parce que de plus en plus aujourd'hui, les femmes ne vont pas travailler parce qu'il y a ces... je ne veux pas parler de ça, mais il y a ce tabou, mais ce n'est pas normal. C'est plus les entreprises. Moi, en tout cas, les entreprises que j'ai la chance d'accompagner, je ne vois pas que ce soit pas une difficulté. Je peux entendre, mais je n'ai pas encore vu. Mais on ne peut pas dire dans un contrat de travail que madame, vous avez 4 ans avant d'accoucher. Ce n'est pas stipulé, mais c'est dit de façon verbale. Attention, vous venez d'être recruté, vous ne pouvez pas faire d'enfant maintenant, attendez au moins 2 ans. Oula. Oui, c'est dit de façon verbale. Oula. Je crois que si vous avez lu les conventions internationales sur les discriminations faites aux femmes, vous faites bien de dire que ce n'est pas écrit. Non, ce n'est pas écrit. Là encore, il faut rapporter la preuve de... Mais, ou du moins, moi, la dame concernée, je ferai un enfant et je verrai la réaction de mon employeur. Si je suis licencié, je vais réclamer mes droits. D'accord. Merci, maître. Alors, selon le Code de travail, dites-nous quelle est la différence, quelles sont les différentes sanctions pour un employé fautif. Tout à l'heure, on parlait des devoirs. Alors, le Code du travail n'a pas réglementé sur... Comment je dis
n'a pas indiqué les sanctions, sur les types de sanctions. C'est vrai qu'on évoque les degrés, l'échelle. Mais la pratique et les conventions collectives fixent quand même, je crois qu'il y a l'avertissement. On peut avoir la sanction d'avertissement avec ou sans inscription au dossier administratif. On a par exemple le blâme. On a la mise à pied. La mise à pied est réglementée par contre dans le Code du travail à l'article 30 du Code du travail. La mise à pied ne peut pas excéder 8 jours. Et la mise à pied doit être écrite. Donc quand on vous sanctionne d'une mise à pied, l'employeur doit écrire, doit motiver et indiquer la durée de la mise à pied. Ça veut dire que vous êtes mis à pied dû et ça prend fin au. Et en plus, un autre élément, la mise à pied doit être notifiée à l'inspection du travail dans les 48 heures de son édiction. Si cela n'est pas fait, si ces conditions ne sont pas respectées, cette mise à pied est nulle. Et l'employeur aura droit au salaire qui correspond à la durée de sa mise à pied. C'est important. La mise à pied a la conséquence que pendant cette période, le travailleur ne percevra pas de salaire. De salaire, oui. Pour la durée de sanction, c'est l'une des sanctions qui a une incidence financière. Au bout du bout, on a le licenciement qui est la sanction suprême. Le licenciement, bien évidemment, le licenciement doit être motivé, également justifié. Donc, il peut y avoir un licenciement pour une faute qui n'est pas lourde. Dans ce cas, l'employé aura droit au paiement de ses indemnités, soit de préavis, de congé, éventuellement indemnité de licenciement. Si le licenciement est pour une faute lourde, alors il n'a pas droit au préavis, il n'a pas droit à l'indemnité de licenciement. D'accord. Vous avez dit, ça va crescendo. Est-ce que quelqu'un peut être donc licencié sans avertissement, sans mise à pied, sans blâme? Alors, je vais vous prendre un cas. Un employé qui vient de voler ou de détourner dans une entreprise 10 millions. Vous estimez qu'on doit lui donner un avertissement, attendre, ou un employé qui a commis un harcèlement sexuel à l'égard de sa collègue. Vous pensez qu'il faut un avertissement? Le législateur est clair, lorsque la faute est lourde, d'accord, le licenciement est d'office, immédiat. Il n'y a même pas de préavis. La loi dit c'est sans préavis. Ok. C'est quoi le licenciement pour faute lourde? Le problème, c'est que le Code du travail ne l'a pas défini. Mais la jurisprudence vous dit que c'est la faute extrêmement grave qui ne permet pas le maintien du lien contractuel de travail. C'est important. Dans cette notion, dans cette définition jurisprudentielle, chaque employeur va aller chercher quelle est la faute extrêmement grave qui rend intolérable le maintien du lien contractuel de travail. Donc c'est important. Vous avez les vols, les absences répétées. Il y a plusieurs cas. Harcèlement sexuel, harcèlement moral, détournement, concurrence déloyale. Il y a plusieurs cas de figure. Mais il faut que la faute soit lourde. D'accord. J'aurais aimé quand même comprendre, hein, du moins édifier les téléspectateurs. Avertissement, c'est parce que vous êtes arrivé en retard? Est-ce que c'est parce que vous avez un peu crié dans le bureau? Est-ce que c'est parce que vous avez détérioré le matériel? Sinon, à quel moment a-t-on un avertissement? À quel moment a-t-on un blâme? Oui, c'est très important de... Généralement, comme le législateur ne l'a pas prévu, les conventions collectives peuvent, mais mieux encore, le règlement intérieur. Okay. Lorsque vous êtes recruté dans une entreprise et que vous recevez votre contrat de travail, il faut également que l'employeur mette à votre disposition le règlement intérieur de l'entreprise. C'est très important. Généralement, pour les entreprises que j'accompagne, j'exige même que le règlement intérieur soit annexé au contrat de travail et qu'il soit déchargé comme étant lu et approuvé par l'employeur qui vient d'être recruté. Okay. C'est très important. Parce que l'employeur qui arrive dans une entreprise doit venir en connaissance de cause. Et généralement, dans le règlement intérieur, on fixe ces sanctions et parfois les actes ou les comportements qui donnent lieu à ces sanctions. Parfois, la liste n'est pas exhaustive, n'est pas totalement limitée ou fermée, mais on vous donne quelques canevas. Okay. Et il faut savoir, au moment de la rédaction du règlement intérieur, l'inspection du travail vise le règlement intérieur pour voir si c'est conforme à la loi, aux conventions collectives et autres, donc à la pratique également, à l'usage
dans le domaine du travail. Donc, c'est très important. Donc, chaque règlement intérieur peut fixer. Et parfois aussi, la sanction peut être laissée à l'appréciation de l'employeur. Vous pouvez même commettre une faute lourde. L'employeur dit, c'est quand même un de mes employés qui, je crois que c'est la première fois et tout. Il peut donner un avertissement en disant, une admonestation en disant, à l'avenir, à la prochaine, c'est la porte où vous pouvez commettre la faute lourde. Pour la première fois, il décide de vous mettre à la porte. Donc parfois, mais quelquefois, le règlement intérieur fixe le cadre ou les comportements qui correspondent à certaines sanctions. D'accord. Alors, depuis, vous parlez de faute lourde, alors certainement il y a une faute simple. Oui, la faute simple, c'est la faute qui n'est pas lourde. Le problème, c'est que le législateur n'a pas défini. Il n'a pas défini. Donc, maintenant, lorsqu'on arrive devant le juge, par exemple, le juge va demander, vous avez licencié tel employé, motivé, justifié. Est-ce que c'est une faute lourde? Est-ce que ce n'était pas une faute simple? Donc, c'est tous ces éléments. Moi, je définis la faute simple comme étant la faute qui n'est pas lourde. Alors, si un employé est licencié parce qu'il a fait une faute, il a commis une faute... bénigne, oui, comme on dit souvent. Une faute simple. Il faudra vraiment que l'employeur motive la lettre de licenciement et qu'il justifie que peut-être c'était une récidive, que ça a rapporté un préjudice incommensurable ou non négligeable à l'employé, à son image ou à quoi que ce soit. Mais il faut que ce soit motivé. Sinon, comme je disais à l'entrée, le juge va considérer ce licenciement comme étant irrégulier et abusif. Donc il faut motiver. C'est pourquoi je vous ai expliqué que le travailleur est assis, toute la charge est à l'égard de l'employeur. Mais maître, on a quand même des licenciements où l'employé a suivi vraiment, il est allé à l'inspection du travail. Normalement, du moins, il ressort étant rassuré, la faute ne vient pas de lui. Mais jusqu'aujourd'hui, il n'a pas reçu son indemnisation. Je veux dire, tout a été fait, ils sont passés au tribunal, il y a eu la grosse, l'employeur est sanctionné. Mais aujourd'hui, après, j'ai envie de dire 2 ou 3 ans, 4 ans même, l'employé est toujours... Il n'est pas indemnisé. Non. Non. Je pense que c'est une question d'opérationnalité dans les cas de l'exécution et décision de justice. Je pense qu'il faut qu'il se rapproche d'un avocat. Un avocat va l'aider à exécuter sa décision. En principe, lorsque vous avez une grosse, ça veut dire une décision de justice passée en force de choses jugées, assortie de la formule exécutoire, l'employeur doit s'exécuter. C'est vrai que dans notre société, il existe des gens qui bénéficient de ce qu'on appelle l'immunité d'exécution, dont on ne peut pas exécuter par exemple à l'égard de l'État et de certaines personnes morales de droit public. Mais les choses ont évolué avec le nouvel acte uniforme. S'il y a des employés ou des travailleurs qui font face à la situation que vous évoquez, il faut vous rapprocher. Il y a des employés. Mais en principe, lorsque l'employé va devant l'inspection du travail, l'inspecteur du travail n'est pas là pour lui rassurer qu'il a raison. L'inspecteur essaie d'effectuer ce qu'on appelle une tentative de conciliation. D'accord. C'est vrai que dans les débats, l'inspecteur du travail montre à l'employeur, si tel est le cas que vous voyez que la faute, les justifs et autres ne sont pas... Si vous allez devant, un juge va vous porter dans les doigts. Mais l'inspection du travail n'a pas un pouvoir contraignant. Tout ce qu'il peut faire, c'est de dire à la fin, les parties se sont entendues, voilà le procès verbal de conciliation totale. Tout ce que l'inspection du travail peut faire, c'est de dire les parties sont entendues partiellement, voilà le procès verbal de conciliation partielle et de non-conciliation. Ou les parties ne sont pas entendues, voilà le procès verbal de non-conciliation. Devant le tribunal. Donc, ils sont allés devant un tribunal, l'affaire a été jugée après plusieurs autres. Mais si on prend les statistiques, je vous assure, je veux prendre les statistiques seulement dans les dossiers de mon cabinet, je dirais que les juges sont plus favorables aux travailleurs. Il est plus facile d'être l'avocat d'un travailleur que d'un employeur. Ça, je vous assure. Sauf si vraiment vous avez la faute qui est lourde. C'est pourquoi généralement, en amont, quand je donne les conseils aux entreprises, je leur dis toujours attention, cet élément n'est pas... Si vous allez devant, on peut vous taper sur les doigts. D'accord. Tout à l'heure, vous avez parlé du règlement, le règlement intérieur, règlement intérieur de l'entreprise. Je voudrais faire un peu la corrélation avec ce qu'un de nos téléspectateurs, ou du moins un doualé a dit tout à l'heure.
Voici le contrat qui est établi. C'est-à-dire, je commence à travailler à 8 heures, j'arrête à 17 heures par exemple, mais je me retrouve en train de travailler jusqu'après. C'est peut-être le cas, la structure de l'entreprise qu'il veut. Par exemple, dans une chaîne de télévision, il n'y a pas une heure vraiment. On a fini le travail quand on a terminé son émission ou son journal, par exemple. Mais si le règlement intérieur dit le travail finit à 17 heures, alors que l'employé a encore d'autres tâches après, est-ce qu'il doit réclamer peut-être des heures supplémentaires? Sinon, est-ce que s'il arrête à 17 heures, comme c'est dans le contrat, le règlement intérieur, il est en faute? Alors, je vous ai indiqué tout à l'heure que la durée légale de travail au Cameroun, c'est 40 heures pour les entreprises, les établissements publics et les établissements privés non agricoles. Donc 8 heures par jour. Vous devez travailler pendant 8 heures par jour. Si vous n'avez pas pu finir le travail pendant 8 heures, vous pourrez revenir demain terminer au travail. Mais si votre employeur insiste que vous travaillez au-delà de ces 8 heures, nous tombons dans les heures supplémentaires. Et une fois que c'est l'heure supplémentaire, il faut réclamer. Hier, à la jurée, j'ai vous adressé au responsable des ressources humaines. J'ai travaillé 2 heures de plus que la durée légale prévue. Ça sera comptabilisé. Il faut réclamer. D'accord. C'est 8 heures. Quand on dit 8 heures, c'est 8 heures. Donc, c'est... Maintenant, s'il y a une nécessité, une urgence qui nécessite, vous êtes au travail, il n'y a pas de souci. Mais après, c'est des heures supplémentaires. Il faut réclamer. Généralement, l'employeur ne va pas payer de plein droit. Un employeur normal le paye, il sait. Parce que de plus en plus, dans les sociétés, vous avez des machines. Oui. Où vous venez, pointe. vous pointez, vous avez des pointeuses, vous venez pointer. Quand vous entrez, ça pointe. Quand vous sortez, ça pointe. Ça indique que vous avez travaillé 8 heures. Donc ça veut dire, si au moment où il y a un problème et que vous voulez établir, le juge n'aura qu'à aller demander la pointeuse. Il dit, voilà. C'est pour ça que je dis peut-être la structure du travail ou de votre emploi. Je veux dire, on est à la télé, je prends l'exemple de la télé. Tout le monde ne passe pas à la télé. Il y a ceux qui font le travail administratif. Alors, si le règlement intérieur dit c'est 8h30 jusqu'à 17h ou 17h30, et le présentateur du journal, il est à 20h. Oui. Est-ce que là, il faut retoucher le règlement ou il faut... Je ne pense pas que le journaliste arrive, le présentateur, on ne parle pas de vous, d'autres personnes, arrive à 8h, il attend 20h. Je crois qu'il ne travaille pas pendant totalement 8h. Il a des heures mais rassurez-vous que la période, la durée effective de travail, ça veut dire, ce n'est pas que vous êtes assis en train de monter, descendre dans les murs, vous considérez que vous êtes en train de travailler. C'est les heures de travail, pas au travail. De travail, pas. C'est très important. Ouais. Les heures de travail. En principe, c'est ce qui devrait être. Mais dans la réalité, est-ce que les gens travaillent 8 heures? Surtout dans l'administratif, les gens qui sont dans les bureaux. 8 heures. C'est un autre débat. Mais généralement, c'est des ententes avec l'employeur et dès qu'on est du délai légal, normalement, on doit pouvoir réclamer. Et généralement, il peut y avoir une réunion, une situation de crise qui nécessite votre présence. L'employeur sait que vous étiez au-delà de l'heure et le moment venu, vous faites la réclamation. D'accord. À votre RH pour dire, voilà, j'ai travaillé plus 8 heures, donc j'ai besoin de mes heures sup. Alors, merci Maître pour tous ces enseignements. Nous sommes arrivés au thème de notre émission. C'est moi qui vous remercie et comme je dis toujours, mon peuple périt, faute de connaissances. Absolument. Mesdames et messieurs, merci à vous d'avoir été des nôtres. Nous espérons avoir répondu à quelques-unes de vos préoccupations. N'oubliez surtout pas, nul n'est au-dessus de la loi et nul n'est censé ignorer la loi. À très bientôt. Sans méchant, ce travail est venu.